Bourrage Papier, le festival lyonnais de l'illustration indépendante, vous présente son podcast. Donc bienvenue à cette soirée de lancement. Cette année, on a voulu commencer le festival sur une thématique un peu militante parce qu'on trouve que c'est important, que c'est des sujets qui sont très prenants en ce moment et je pense qu'ils nous touchent toutes et tous. Et aussi, on tenait à ce que tous les exposants et exposantes puissent assister à cette conférence car du coup, celle de samedi et dimanche se tiendront dans la Bodega. Parce que c'est sur nos droits, donc on s'est dit que c'était quand même bien. Du coup, je vais vous présenter nos deux invités qu'on est très très heureux et heureuses d'accueillir. J'allais dire à ma droite, mais elles sont toutes les deux à ma droite. Au milieu, on a Aude Bertrand. Donc Aude, tu es autrice de bande dessinée, illustratrice et militante au sein du collectif Travailleuses de l'Art 34. Tu publies en septembre 2024 ta première bande dessinée qui s'appelle Au travers du rayon, aux éditions 2042. Tu fais partie du collectif Travailleuses de l'Art qui s'est formé en février 2025 à Montpellier suite aux annonces de coupes budgétaires prévues par le département et vous travaillez pour une mobilisation du secteur culturel dans l'Hérault. C'est un groupe qui est initialement composé d'artistes-auteuristes qui a rapidement été rejoint par d'autres professionnels de la culture avec leurs propres revendications. Et à la droite de Aude, on a Laure Abouaf, qui est photographe et militante au sein du SNAP CGT de Lyon. Donc Laure, tu es artiste, auteur, photographe. Tu travailles sur la réalité abstraite du réel dans différentes villes. Et depuis 16 ans, tu travailles à mi-temps au sein de la galerie Le Réverbère à Lyon, une galerie emblématique du milieu de la photographie. En 2024, Le Réverbère annonce sa fermeture, dénonçant les dérives d'un marché qui s'est financiarisé. En 2022, après une rencontre publique au Festival de la photographie d'Arles, tu adhères au SNAP CGT, qui a été créé en 1977 par des artistes plasticiens et plasticiennes. Et depuis, tu participes pour que la continuité des revenus pour les artistes-auteuristes puisse voir le jour. Tu es actuellement la référente de la section syndicale du Rhône-Alpes du SNAP. On va revenir sur... Là, j'ai dit plein de termes, vous inquiétez pas, on va revenir dessus pour expliquer un peu tout ça en profondeur. Et je vais commencer par une première question toute simple, c'est est-ce que vous pouvez parler de vos structures ? Je les ai un tout petit peu présentées, mais peut-être décrire vos actions, tout ça. Bonsoir à tous. Ça peut être un petit peu long, donc je vais essayer de faire court, parce que le SNAP CGT, donc le syndicat national des artistes plasticiens et plasticiennes, va fêter ses 50 ans en 2027. Donc je ne vais pas vous faire l'histoire, je ne vais pas vous expliquer tout, comment ça s'est passé, il y a tellement de choses à dire. Et en fait, je fais même partie d'un groupe de travail au sein du syndicat pour participer à la connaissance de cette histoire. Donc c'est bien d'avoir des anniversaires, ça permet de comprendre c'était quoi les grandes batailles. Moi, ça m'a permis d'apprendre que, par exemple, nos droits à la formation à l'AFDAS, c'est une bataille syndicale qui a duré 10 ans, dont le SNAP était à l'origine, et ça a marché. Parce qu'on a des droits à la formation aujourd'hui, donc tant mieux. Et que en principe, on gère, parce que c'est nous, en tant qu'artistes à l'intérieur, qui décidons comment est organisé, on va dire, l'argent. L'AFDAS, c'est juste une administration. Mais bon, c'est peut-être en train de changer, parce que là, il n'y a même pas 2 semaines, le ministère a changé le conseil d'administration et tout est suspendu. Donc voilà, il y aura des choses à combattre encore, peut-être de nouveau, j'espère pas. Mais en même temps, je me suis dit que ça peut-être vous permettre de savoir à quoi s'en sert un syndicat. Est-ce que, dans la salle, vous avez l'habitude de parler à des syndicats d'artistes ? Est-ce que vous connaissez ça ou pas trop ? Moi, ça pas... Ouais, un peu ? C'est surtout devant, là, qu'ils disent oui. Hein. Derrière, ça bouge beaucoup moins. Donc... un syndicat, par rapport à d'autres organisations professionnelles, ça permet d'être à l'AFDAS, d'être à la sécurité sociale, d'être aux commissions de secours exceptionnels, par exemple pour les artistes-auteurs du CNAP, de aussi être représentant dans la cotisation retraite et retraite complémentaire obligatoire que l'on a, essayer de faire un peu tout ça. Je ne sais pas quelle est l'image qui correspond à ce que l'on dit, mais il y en a plein. Ça peut correspondre. C'était prévu, ça.
Et donc le SNAP est confédéré à la CGT. Le fait d'être confédéré, c'est vraiment une volonté parce qu'un syndicat a une vision politique et nous, on revendique cette grille politique humaniste, anticapitaliste, anticoloniale, internationaliste et féministe. Et ça nous permet d'être solidaires des différents métiers et de se parler. Donc voilà un peu pour la présentation. Tu avais parlé d'action et tout ça, mais on verra après. Bonjour à tous. Du coup, moi, je fais partie de Travailleuses de l'Art 34, qui est, contrairement à un syndicat, là, c'est un collectif. Donc, plusieurs artistes du collectif sont syndiqués, que ce soit au SNAP ou au STA ou dans d'autres syndicats d'artistes. Et du coup, nous, ce collectif, l'idée, c'était plutôt de sortir de notre solitude, parce qu'on est plein d'artistes à être militants, à participer, par exemple, à des manifestations, mais on se retrouve seul en manif. Et les artistes visuels, c'est quand même un secteur qui est beaucoup moins visible. Les intermittenteux sont beaucoup plus, on va dire, mobilisés, ou en tout cas structurés que nous. Et du coup, c'était ça l'idée. Et en fait, il y avait d'autres initiatives, mais nous, c'était vraiment plutôt le fait de se rencontrer, d'être visible en manif. Et du coup, on a un peu suivi ce mouvement de travailleuses de l'art qui existe dans plein d'autres villes et départements. Et on a suivi un mouvement qui a surtout été rendu visible quand les Pays de la Loire ont subi d'énormes coupes budgétaires. Et du coup, tout ce mouvement Culture en lutte, travailleuses de l'art, nous, on a été concernés parce que nous aussi, l'Hérault a subi des grosses coupes budgétaires. Et du coup, ça s'est créé, comme tu disais, en février. C'est vraiment suite à l'annonce, c'est ça qui a créé le collectif. Et justement, quand on a monté la cellule syndicale à Lyon, il y avait rien en 2022. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris un grand tissu, on a marqué « Travailleuses de l'art » et on est allé en manif en disant « C'est bon, maintenant on va nous voir ». Et du coup, déjà, peut-être, vous pouvez peut-être préciser ce que vous faites dans vos collectifs, et ça m'intéresserait aussi de savoir vos rôles, parce que parfois, de l'extérieur, ça paraît un peu abstrait, peut-être, ce qu'on fait dans une association ou dans un syndicat. Du coup, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Du coup, nous, c'est un collectif qui est tout jeune, donc c'est pas hyper structuré, mais on a des groupes de travail. Donc, par exemple, un groupe de travail visuel, on a un bureau, on a plein de groupes comme ça, solidarité, etc. Et du coup, moi, personnellement, je fais partie du groupe de travail visuel. Donc, c'est pas un collectif avec une hiérarchie, c'est juste on travaille ensemble dans nos groupes de travail. Et du coup, nous, on va faire des banderoles, faire les affiches des AG pour... parce que mine de rien, on mettait déjà nos compétences d'art visuel au service d'autres luttes. Et là, l'idée, c'est de le mettre à notre propre service. Et c'est cool de militer pour les autres, mais c'est aussi bien de s'aider soi-même. Et du coup, moi, c'est ça sera plus visuel de mon côté. Oui, l'AG de Lyon, qui réunit entre 40 et 100 personnes en moyenne, sont aussi organisées comme ça. Donc il y a vraiment un pôle si jamais on veut être dans l'aide visuelle, dans la com, dans l'action, ou juste pour prendre soin les uns des autres, pour qu'il y ait toujours un endroit pour pouvoir se parler, parce qu'en étant aussi nombreux et aussi diverses, c'est bien aussi d'avoir des endroits, des personnes en tous les cas avec lesquelles on se sente bien et pour pouvoir continuer, être bien dans la lutte tout simplement. Donc ça continue encore. Et je crois que presque toutes les AG, on a fait des Insta, culture en lutte. Donc on se regarde un peu les uns les autres et on se dit ah, ils ont réussi à faire ça. Moi j'ai pas mal de choses dans d'autres AG. Je me suis dit j'aimerais qu'on fasse ça me dirait trop qu'on fasse la même chose. Donc d'un point de vue syndical. Si on parle des actions, l'action syndicale, c'est des revendications pour nous. Donc on en a beaucoup. Donc soit je vous fais une liste à rallonge, et dans ce cas vous serez content d'entendre qu'on peut faire plein de choses et qu'on peut penser plein de choses, mais je vais peut-être pas les faire maintenant. Comment moi quel est mon rôle à l'intérieur ? Finalement, c'est non, peut-être mieux. Je vais vous raconter l'histoire. Quand je rencontre à Arles, c'était une rencontre publique comme ça, et il y avait le SNAP, et je me suis dit, je vais aller leur poser des questions. Et j'ai adhéré peu de temps plus tard, et il y avait une réunion nationale.
Ça s'appelait un congrès. Je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que c'est un congrès, je vais aller voir, vu que c'était payer le trajet. Donc je venais d'adhérer depuis 2 semaines et j'étais intégrée à l'organisation nationale. Donc ça peut se passer comme ça, aussi simplement, voilà, en se parlant, en ayant envie. Et nous, on a énormément de groupes de travail. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins en fonction des actualités. On est capable de se donner à un moment et puis on suspend, on dit c'est pas grave, on remet à plus tard. Donc dans les choses que j'espère toujours m'investir, il y a les grilles de salaire, il y a aussi l'international, parce que j'avais été en rapport avec plusieurs organisations et syndicats internationaux qui ont beaucoup plus avancé sur les grilles que nous. Il y a des choses absolument magnifiques dont on ne parle pas. Je pense que ici, on ne va pas parler de la Slovénie, c'est pas dans le quotidien, alors qu'il faudrait qu'on en parle de tout ce qui se passe autour. Concrètement, je travaille beaucoup sur... le projet de loi dont on va parler, la continuité des revenus, mais aussi l'animation syndicale prend du temps, c'est évident. Et moi, j'ai aussi mon petit combat personnel, c'est tout ce qui est pour la précarité. Donc, je suis allée voir des assos, par exemple Solidarité, qui est la seule association nationale qui suit spécifiquement les artistes auteurs au RSA. Des associations qui suivent les personnes au RSA, il y en a un peu partout, mais spécifiquement comme ça, non. Donc je voulais vraiment leur apporter du soutien, parce qu'en tant que syndicat, moi, je peux demander des comptes à la métropole, vu que là, c'est la métropole qui le gère, aller rencontrer France Travail. Et là, à l'heure actuelle, une fois par semaine, pratiquement, j'accompagne des artistes-auteurs pour qu'ils aient accès à l'allocation chômage, qui est l'ASS. C'est le seul dans lequel on peut être depuis sa création. Mais en fait, France Travail ne le sait pas, alors que c'est depuis sa création. Et donc, il faut faire ça. Il faut faire de l'information, il faut faire de l'accompagnement. Il faut faire en sorte que les personnes ne subissent pas, parce qu'il y a vraiment des pressions personnelles faites sur des personnes. Il y a, par exemple, une directrice d'agence à Lyon qui, une des premières artistes à avoir demandé en disant « Mais de toute façon, vous êtes des bons à rien, je déteste toutes les personnes qui travaillent dans la culture, venez plus me voir. » Donc ça, c'est pas une personne qui devrait le subir, c'est pas une personne qui devrait le subir seule. Donc c'est possible d'accompagner. Et en fait, on termine toujours avec le médiateur. Le médiateur, lui, connaît la loi. Et à chaque fois, on a eu raison. Okay, merci pour toutes ces précisions. Oui, non. Du coup, Laure, je vais te reposer une question. L'an dernier, pour les personnes qui étaient là ou qui peut-être suivent nos podcasts, on a invité Aurélien d'un collectif qui s'appelle La Buse. La Buse, du coup, a créé un projet de loi qui s'appelle la continuité des revenus des artistes autoristes. Et du coup, le SNAP était très impliqué dans ce projet de loi. Donc, je voulais te demander, Laure, dans quelle mesure vous y avez participé ou vous l'avez co-créé ? Et aussi où est-ce qu'on en est, parce que l'année dernière, du coup, c'était un peu particulier, c'était juste après le remaniement du gouvernement, et Aurélien nous avait dit que la loi était presque sur le point de passer, que du coup, on était reparti à zéro. Donc voilà, pour savoir un peu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Oui, maintenant je comprends la question. Pourquoi est-ce que le SNAP... Donc, le SNAP CGT, le STA CNTSO, le PCF sont à l'origine du projet de loi, avec la Buse, vu que la Buse est aussi... rejoint aujourd'hui par la SRF, la Société des réalisateurs et réalisatrices de films, le SMC, le syndicat français des compositeuristes de musique contemporaine. Donc ça, c'est le petit groupe qui travaille activement, mais tous les jours dessus. Mais on est 40 organisations officiellement à le porter. Ce projet de loi, du coup, vous l'avez en tête. En gros, c'est d'avoir accès au chômage, comme l'intermittence permet aux artistes interprètes d'avoir accès au chômage. Donc c'est la même chose. On a trouvé les conditions financières aussi. Donc on n'a pas besoin de changer les projets de finances. Donc on peut passer dans des niches ou des choses comme ça. Et en fait, il y a plein de nouvelles super intéressantes. La première, c'est qu'on vient de décrocher une mission flash. Ça fait 2 mois. Une mission flash, c'est une mission d'information à l'Assemblée nationale. Il existe différents types d'informations. Donc celle-ci, elle s'appelle mission flash. Donc ça fait 2 mois qu'on travaille très très régulièrement avec les équipes de Soumia Bourouaha, qui est la députée communiste qui l'a déposée sur cette mandature.
Donc on a réussi à l'avoir grâce à la responsable des affaires sociales. Donc elles seront bien étudiées dans les affaires sociales. Donc c'est tant mieux parce que c'est vraiment l'endroit le plus direct pour nous. Et ça commence jeudi prochain. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. Le truc un petit peu bizarre, on va dire, c'est que c'est une mission pas confidentielle, mais sans public, sans enregistrement, ni audiovisuel, ni sonore. Donc c'est extrêmement frustrant. On ne peut pas faire grand-chose à ça. Voilà, c'est comme ça qu'elle a été constituée par les administratrices et les administrateurs de l'Assemblée nationale. Mais dès jeudi, 2 tables rondes vont avoir lieu d'experts. Donc les premiers, il y aura à 9h, il y aura Bruno Racine, Pierre Daréville, qui était le premier député à avoir déposé le projet de loi, Constance Le Grip et Pascal Bois, qui ont fait qu'on est rentré à l'URSSAF Limousin. Et tout de suite derrière, deuxième table d'experts, Aurélien Catin, Stéphanie Lecam, Mathieu Grégoire, Claire Vivès, Denis Gravouille. Là, je vous donne les noms parce que rien que ça a été un vrai travail, un vrai combat et qu'on a gagné. Donc, déjà, d'avoir les premières personnes à en parler, c'est des personnes qui connaissent vraiment notre situation et qui vont pouvoir expliquer et répondre à toutes leurs questions. Parce que c'est donc 2 députés qui vont poser les questions, qui mènent à ces auditions. Donc la députée qui a déposé le projet de loi et une députée de la majorité présidentielle, c'est obligatoire dans une mission flash, et qui n'est pas sensibilisée sur le sujet. Cette mission donc durera 3 mois. Il y a la pause estivale, donc ça rend un petit peu flou parce que là même l'Assemblée, tout leur commission, enfin tout est un peu embrouillé parce qu'il y a beaucoup de projets de loi, et donc ils vont avoir une pause estivale. Ils ne savent pas vraiment quand, mais j'ai comme l'impression que ça sera à partir du 10 juillet, vu qu'il n'y a pas de commission prévisionnelle dans l'agenda. Et les résultats seront su en octobre. Donc nous, on va tout faire pour vous essayer de vous informer. Donc ça ne va pas être évident parce que forcément, c'est déjà contrarié parce qu'on ne peut même pas avoir accès à un rapport ou un compte-rendu, mais il est hors de question qu'on n'en parle pas pendant tout ce temps où il y aura donc une dizaine de tables rondes. Il y en a qui nous énervent franchement. Et on a même réussi à faire en sorte qu'il y ait des tables rondes qui ne se fassent pas, tellement que c'était irrespectueux envers nos métiers. Mais voilà, ça c'est en cours et donc franchement, abonnez-vous aux Instagram du Sta, du Snap, de la Buse, on sert à en parler de partout, c'est évident. Et du coup, tu le sens comment? Est-ce que tu es optimiste? Alors en fait, dans de telles conditions, une mission flash est forcément très réduite. C'est une vraie avancée, il faut vraiment s'en féliciter. Ça veut dire que l'Assemblée nationale va être sensibilisée à ça, ils n'ont pas le choix. Le rapport et les préconisations seront rendus en octobre par les deux rapporteuses. Nous, pendant ce temps-là, ça veut dire qu'on peut continuer le combat. Donc, par exemple, là, on va mettre en place une plateforme d'envoi mail. Enfin, vous savez, vous allez sur un site, vous mettez votre adresse et ça l'envoie automatiquement aux députés et aux sénateurs. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va montrer que, pour nous, c'est important. C'est sûr que si on fait rien, on va se dire les artistes sont même pas mobilisés, c'est bon, on peut passer à autre chose. Parce que forcément, l'Assemblée nationale, comme le Sénat, est pas sensible à ça. Parce que ça a aussi été déposé au Sénat depuis. Donc ça a aussi grande avancée par Desmarco, une sénatrice, les écologistes. Voilà, on continue ce travail-là et c'est aussi intéressant de ce côté-là. C'est pas la même pensée, c'est pas la même organisation à faire au Sénat. Donc c'est à nous de pouvoir continuer et de sensibiliser et de faire en sorte que... Et là, par exemple, il y a des organisations qui nous ont permis de faire une liste de 10 députés de la majorité présidentielle qui pourraient peut-être signer ce projet de loi. Si jamais on leur écrit, si jamais il y a suffisamment de monde qui leur écrivent, ils vont se dire, je suis obligé d'y prêter attention. Là, aujourd'hui, on a 3 signatures de députés issus de la majorité présidentielle. Si jamais on en obtient 10 en tout, on peut passer dans une niche transpartisane. Ça veut dire qu'on peut passer beaucoup plus facilement que dans une niche de GDR, donc des communistes, parce que c'est une fois tous les 4, vraiment c'est hyper rare, surtout depuis cette nouvelle mandature. Transpartisane, on a toutes les chances d'y arriver. Bon, on va
espérer. Et du coup, comme disait Laure, n'hésitez pas à vous abonner et partager en masse. On va en parler après de cette question-là, mais la mobilisation sur les réseaux sociaux, elle est quand même vachement importante. Du coup, faut pas hésiter aussi. Du coup, je vais me tourner vers toi, Aude. On va parler un peu de l'Hérault. Tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y a eu de grosses coupures budgétaires. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, c'est ça. C'était en février qu'on nous a annoncé. Donc là, pour le coup, c'était au niveau départemental. Et en fait, il y a comme une info qui a fuité, comme quoi 100% du budget alloué à la culture serait coupé. Après, ils sont revenus sur cette information. Mais en fait, c'est pas anodin. Ils peuvent pas couper 100% parce que dans le budget des départements, il y a une part qui est obligatoire. Donc ça va être, je sais pas, les écoles de musique, les lectures. Enfin, il y a plein de choses qui sont obligatoires. Ils peuvent pas couper. Par contre, il y a toute la part qui est non obligatoire. Et en fait, ça pour le coup, donc il y a eu une forte mobilisation. C'est à ce moment-là où c'est le plus mobilisé. Il y a eu plein de manifestations. On s'est rendu devant les espaces importants du conseil départemental, enfin les grosses structures, et du coup ça a joué en fait. Donc là, en 2024, le budget c'était de 12 millions alloué à la culture, et là c'est de 9 millions cette année. Mais en fait, quand on fait le calcul, la part non obligatoire, donc c'est une baisse de 16%, mais la part non obligatoire, elle a été divisée par 2, ce qui est énorme parce qu'en fait c'est ce qui concerne toutes les petites structures. Et même moi, personnellement, je l'ai vu, le festival, on fait un festival d'art graphique, on avait une toute petite subvention, et là, ils ont tout coupé, toutes les structures comme nous, on a eu 0 euros. Et du coup, voilà, le budget, en fait, il a été voté, et maintenant, c'est parti pour 1 an, quoi. Enfin, je parle de ce que je connais, je ne suis pas du tout une experte du sujet, mais justement, en AG, c'est aussi les lieux où on peut se partager les informations. Et du coup, là, c'est ça... évidemment, ça a pénalisé énormément de projets. Je pense par exemple même aux AET, les ateliers qui sont donnés dans les collèges culturels. En fait, ça fait qu'ils ont été énormément divisés. Donc, c'est toutes ces écoles qui n'ont pas accès qui n'auront pas accès à la culture dans le cadre de leurs études. Et ça a énormément d'impact sur la vie culturelle, quoi. Et il n'y a que les grosses structures, et encore, elles sont quand même impactées. Mais les grosses structures sont vraiment beaucoup plus préservées que les autres. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que votre mobilisation, est-ce que vous vous êtes senti un peu écouté? Est-ce que vous avez échangé du coup avec des personnes référentes du milieu de la culture dans l'Hérault? Alors du coup, il y a plein de collectifs. Et il y a un collectif qui est très actif là où j'habite, c'est le CIP, donc le Comité des intermittents précaires. Et eux, pour le coup, qui se sont vraiment mobilisés, qui ont beaucoup plus de contacts dans ces grosses structures et qui ont pu échanger. Le problème, c'est que le président du conseil départemental dans l'Hérault, il est très autoritaire. C'est très dur de discuter avec lui. Apparemment, même avec ses élus, c'est assez compliqué. Et je sais que donc, on a eu une mobilisation le jour du vote où... plein de personnes du collectif se sont rendues devant l'endroit où le vote avait lieu, et ils ont pu échanger avec des élus. Les retours qu'on a eus, c'était que c'est pas la mobilisation qui avait fait changer les choses, mais en réalité, comme tu disais, si personne n'avait rien dit, ils se diraient ok, ça pose pas de problème, on peut diviser le budget par 2, enfin même tout enlever et personne ne dit rien. Du coup, je pense que la mobilisation, ça a quand même eu un impact, et le fait d'être visible. Je parlais du groupe de visuel, par exemple. Le fait d'avoir des banderoles en manif, ça paraît bête, mais en fait, après, il y a des photos qui sont prises dans la presse, qui circulent, et quand on voit 15 banderoles d'artistes qui réclament des droits, des affiches qu'on colle, donc dans le collectif, dans le groupe visuel, on imprime plein d'affiches, on va les coller, on les distribue en manif, on a des stands de distribution. Et en fait, ça joue vachement, parce que quand on s'exprime, c'est là où on peut être entendu. Si on dit rien, on ne sait pas qu'on n'est pas d'accord, quoi. Et, du coup, c'est une question un peu pour toutes les deux. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans l'Hérault, ça va arriver dans d'autres départements, d'autres régions de France? Déjà, au niveau départemental, ce qui s'est passé, c'est que c'était... en fait, quand il y a eu Quand Bayrou est devenu Premier ministre, donc il a présenté un nouveau projet de loi finance qui
dans ce projet-là, il y avait une coupe de je ne sais pas combien de millions d'euros pour tout ce qui est les départements. Ils devaient comme économiser, j'essaie de simplifier, mais ils devaient économiser une grande part de leur budget. Et comme beaucoup de départements, en fait, ce qui supprime quand on baisse le budget, c'est la culture. Et même nous, c'était... donc le président du conseil départemental, il est PS, mais ça ne l'empêche pas de supprimer la culture, peu importe en fait le bord politique, on n'est pas du tout protégé de ça. Et du coup, oui, je pense que plein de régions ont été impactées à des échelles différentes, mais plein de départements, mais aussi au niveau régional. Moi, j'ai posé la question et oui, en fait, suite à ce projet de loi finance qui a été voté, ça a évidemment impacté. Peut-être que toi, tu en sais plus. Là, je ne suis pas venue avec les chiffres, mais il y a un seul département qui a augmenté. Mais sinon, tous les autres, et de manière différente, comme tu l'as dit. Donc, oui. Et si tu voulais savoir sur la question pour Aura, parce que là, tu m'avais demandé, donc je suis venue avec 2-3 chiffres et quelques actualités toujours aussi réjouissantes. Voilà. Aura, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, pour préciser. Voilà, Auvergne-Rhône-Alpes et Lyon. Pour refaire un petit état des lieux, vu que nous, c'est évoqué à la région, et qu'il a même dit de m'avancer. Oh mince, elle a été plus rapide que moi, pour montrer un peu l'état d'esprit. La région, entre 2022 et 2024, elle avait déjà supprimé 4 millions d'euros à 140 structures. Et en fait, il a vraiment créé une culture de la peur de la subvention. J'en parlais encore il n'y a pas très longtemps avec Joris Mathieu, qui est directeur de théâtre, qui s'est fait connaître parce que c'était la première personne à le dénoncer publiquement, et donc et qui a été attaqué pour ça. Donc c'est bien d'être dans un syndicat parce qu'il a parlé d'un point de vue de représentant syndical, ce qui le protège, mais il est encore en procès. Donc voilà, cette culture de la peur, elle va jusque-là. Le budget de fonctionnement pour la culture, la création, l'enseignement artistique, là, cette année, sur la région, subit une baisse de 12% de plus, donc 5 millions d'euros en moins. La métropole, là, vient d'enlever à 3 millions. Alors là, c'était fait différemment parce que c'était fléché. Ils ont essayé de construire le plus possible. Mais en fait, c'est cette répercussion, comment chacun le répercute et comment est-ce qu'il le décide. Et donc la ville de Lyon, on se demandait bien justement ce qui allait se passer parce qu'il ne se passait rien, mais là, c'était il y a 3 semaines de ça, un peu du jour au lendemain, les GIP Café Culture. C'est un dispositif qui soutient l'ensemble d'artistes, interprètes dans les cafés et les restaurants, donc ça leur permet de faire des cachets, et c'est un dispositif national, est passé pour l'année 2025 de 50 000 à 15 000. Donc en cours d'année, quand on a déjà fait sa programmation, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on est en train de mener une bataille dessus avec la fédération. Donc vu que dans notre fédération des arts, du spectacle, de l'animation, de l'audiovisuel, et ne me demandez pas tout le reste parce que j'aurais oublié, il y a plus d'une trentaine de syndicats. Et les négociations sont en cours, donc on a quand même espoir. Mais là, l'opéra vient de subir une coupe, on vient de l'apprendre, on va faire aussi un communiqué l'opéra vient de subir une coupe indirecte de 300 000, alors qu'elle avait déjà perdu 500 000 en 2021 et 500 000 de 22 de la région. Donc ça va devenir une coquille vide si on continue comme ça. Et le ministère lui-même, en direct, le ministère de la Culture, vient de faire une coupe de 780 000 euros au Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Donc là, on est en train de faire tourner une tribune pour expliquer qu'est-ce que c'est comme conséquence. Parce que là, on parle toujours de chiffres, et moi-même, au bout d'un moment, j'en peux plus. Je suis gavée de ces chiffres, et j'ai besoin des notes pour pas vous dire de bêtises. Mais c'est de savoir quelle est la réalité qui se passe derrière. Concrètement, comment on fait ? Là, quand je vous annonce à l'opéra avec des chiffres comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour les plus petites structures quand Vauquier joue au ping-pong d'une année sur l'autre ? Donc moi, ce que je vous conseille d'aller voir et surtout d'en parler autour de vous, ça s'appelle une cartocrise. C'est l'Observatoire des politiques culturelles qui l'a lancé, et c'est pour absolument tout le monde. Donc eux, ils rappellent que c'est pour tout type d'acteurs, culturels, artistiques, socio-culturels et patrimoniaux. Et ça nous aide vraiment comme appui pour pouvoir montrer en fait quel est l'impact réel humain qui se passe derrière, comment on s'adapte pour ça.
Voilà, mais sinon, d'après Madame Dati, le budget n'a pas baissé. Donc tout ça, c'est très énervant quand même quand on entend. Et du coup, je trouve que souvent, cette colère, c'est peut-être ça qui nous pousse à militer. Du coup, je voulais savoir, c'est une question pour toutes les deux, qu'est-ce qui a été votre déclic militant? À quel moment vous vous êtes dit, je suis en colère et j'ai envie de transformer cette colère en action militante, de m'investir dans une structure, de m'engager quelque part? Moi, peut-être que la colère va vous paraître bizarre, mais comme tu l'as dit dans l'intro, donc moi j'ai un mi-temps à côté, c'est ce qui me permet de me stabiliser. Et j'ai la chance parce que je suis photographe, je travaille dans une galerie spécialisée en photographie contemporaine. Donc ça va, je me nourris de plein de manières. Mais au moment 2020, pendant le premier confinement du Covid, et que je faisais un télétravail chez moi, la première semaine, au bout d'un moment, je me suis dit, je ne sais plus quel jour on est. Et il y a une journaliste qui m'appelle parce qu'on avait des relations avec le ministère à cette époque. Une galerie privée, une ministère, voilà. Parce qu'ils étaient aussi un peu, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient, on va dire. Et à ce moment-là, du coup, j'ai une journaliste et je lui dis, mais en fait, on est quel jour? Et elle me dit dimanche. Ah mince, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de travailler à des heures pas possibles. Et j'ai fait le compte, la première semaine, j'ai travaillé 60 heures. Parce qu'on nous demandait d'une sorte de production qu'on doit produire, pas savoir comment, pour que ça soit accessible sur Internet, pour que les personnes puissent accéder à une nouvelle matière culturelle. Et je me suis dit, mais là, il y a bien quelqu'un qui parle. Pourquoi est-ce que personne, aucune structure, aucune organisation appelle personne? C'est moi qui dois le louper. J'ai cherché, dès que j'avais eu un temps pendant ce travail immense du confinement, de trouver une parole commune, ou un endroit où on pourrait se retrouver, parler de ce qu'on vit, de ce qui ne va pas, de ce qu'on n'est pas content. Et je ne trouvais rien, jusqu'à ce que je tombe sur la première pétition de la Buse, qui s'appelait « N'aidez pas les artistes, payez-les ». Et ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, il y a des gens qu'il faut suivre. Même si, en fait, ils n'étaient pas montés depuis longtemps, ce que je savais pas. Ils étaient déjà, on va dire, prolixes, avec une réflexion, une envie, un partage, parce qu'ils partagent tout sur leur site. Enfin, ils sont d'une générosité en même temps que... Enfin, voilà. Et donc, j'ai continué à chercher. Et c'est en fait grâce à ça que ça m'a ouvert les yeux, que j'ai pu voir une rencontre où il y avait, c'était déjà sur, en tous les cas sur nos revenus, et potentiellement la continuité des revenus à Arles pendant le Festival international de la photo. Et moi, je pense que ça se manifestait pas forcément en colère, mais plus en désespoir en général, que ce soit pour nous, notre condition, mais aussi plein de causes politiques qui me touchent. Et du coup, je me sentais juste désemparée et en fait, avoir l'impression que je me sentais super seule au milieu de tout le monde qui pense l'inverse de moi. J'avais l'impression que ça soit dans les élections ou dans plein de sujets. Et du coup, aller en manif, même si c'est pas quelque chose... malheureusement, moi, j'y crois pas trop. J'ai du mal à croire que ça change les choses avec notre gouvernement qui ignore vraiment... quand on voit les manifs pour les réformes des retraites, l'énorme mobilisation, et en fait... j'ai du mal à y croire, mais j'y vais parce que juste je me sens moins seule quand j'y vais, et ça me réconforte vraiment de voir qu'on est plein à être pas d'accord. Et j'ai envie que ça laisse une trace de « ok, ça s'est passé », mais en fait on était des millions à être dans la rue pour dire qu'on n'était pas d'accord. Et du coup ma mobilisation elle vient de là, et comme j'ai pas forcément un entourage qui est super mobilisé, ça fait que j'allais tout le temps seule en manif, et en fait c'est juste plus long quand on est seul, et c'est pas hyper marrant. Et du coup quand il y a quelqu'un qui m'a parlé de « ah, ça te dirait qu'on aille coller ensemble », parce que je collais aussi des affiches dans les rues, ou je faisais des trucs comme ça. Et j'avais essayé, moi, de mobiliser des gens, mais en fait, c'est super dur quand c'est des personnes qui ne sont pas hyper politisées. Du coup, je continue à faire ça seule. Et là, quelqu'un m'a dit de lui-même si ça te dit, on peut aller faire un collage. Et j'étais genre « oui », quelqu'un de trop motivé. Et du coup, en fait, c'est comme ça que c'est un peu créé le collectif. Et après, maintenant, c'est trop bien, et on est tous et toutes à le dire. Quand en manif, on est tous ensemble avec nos banderoles, et juste tu te sens hyper, je sais pas, à ta place, et ça donne du courage, même si c'est hyper dur tout ce qui se passe. Et on milite pas que dans les manifs qui nous concernent, mais dans d'autres manifs, on fait des banderoles pour les autres, d'autres causes. Et ça fait trop du bien de voir qu'en fait, il n'y a pas que
chercheuses qu'on lit qui pensent ça. En fait, il y a plein de gens dans la rue autour de nous qui pensent comme nous et ouais, ça donne du courage. Et justement, je reviens sur un truc que tu as dit par rapport aux affiches dans les manifs ou les pancartes. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on avait fait une très belle manifestation à Lyon. Enfin, voilà, c'était... Et j'ai un copain journaliste qui vient, qui me fait « Mais cette manif, elle est extrêmement silencieuse. » Je trouve pas. Si, en fait, il n'y a aucune pancarte. Donc, en fait, cette traduction-là en visuel de ce qu'on exprime est nécessaire dans ces moments. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir le faire et de le pouvoir refaire en commun aussi. Mais oui, je pense aux gens, des fois, dans la rue, qui sont pas, je sais pas, des gens pas hyper politisés, qui vont dire « Ah, il y a encore une manif ». Souvent, ça saoule un peu les gens, en fait, les manifs. Et en fait, s'ils voient passer plein de gens et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on lutte, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas rejoindre notre cause. Et s'ils voient des banderoles, c'est bien d'avoir aussi des affiches qui vulgarisent un peu. Je pense à certaines affiches qu'on a imprimées. Je ne sais pas, par exemple, il y en a une où il y a écrit « 75% des artistes en art visuel gagnent moins de 5 000 € par an ». En fait, quand on lit ça, on se dit je comprends qu'ils soient des milliers dans la rue parce que c'est pas juste, quoi. Et du coup, c'est important de porter nos messages visuellement, et parce qu'en fait les slogans on l'écrit mais des fois on comprend pas trop quand on est à l'extérieur de la manif ou on n'écoute pas forcément, donc ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est important ce que vous dites aussi sur... on a un peu une image de l'extérieur que quand on est dans un syndicat, dans une asso, dans un collectif, on n'est que justement dans un truc un peu contraignant, avec de la colère, un peu, pas forcément négatif, mais il y a aussi des moments de joie sachant qu'on a en plus des métiers qui sont très solitaires, ça fait du bien aussi d'avoir ces moments de collectivité et de pouvoir échanger sur nos conditions, sur notre quotidien. Du coup, c'est bien aussi de parler de ces côtés positifs. Et même si parfois c'est très décourageant les actualités, tout ce qui se passe, de savoir qu'on est beaucoup à être d'accord et à se soutenir, c'est aussi important pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint le syndicat, en fait. D'un seul coup, j'étais avec plein de personnes, et quand il m'arrivait quelque chose, ou quand il arrivait quelque chose à quelqu'un, au lieu de le garder en soi aussi, on le partage, et on dit « Ah mais non !» Et ça nous permet de le réfléchir collectivement, et de se dire « C'est pas un cas isolé, on va chercher ». Et en fait, ce soutien, cette bonne humeur, en fait, la plupart du temps, on est de bonne humeur. C'est pour ça que j'ai pas réagi sur le mot colère aussi. C'était plutôt ce recherche de ce collectif, et un collectif dans lequel on se sent bien. Et du coup, j'avais une question pour toi, Aude, parce que ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux et sur Instagram notamment. Je trouve que tu es très vocale, verbale sur tout ce qui se passe, sur l'actualité. Et je voulais te demander, est-ce que tu lis du coup maintenant ton activité militante à ta pratique artistique, ou alors est-ce que pour toi c'est deux choses séparées? Et est-ce que parfois quand tu partages des choses sur les réseaux, tu as peur que ça puisse nuire aussi à ta carrière ou à des commandes ou des choses comme ça? Par quoi je commence? Non, j'ai pas peur que ça... en fait, moi, pour le coup, j'utilisais Instagram comme un journal pour garder des archives de ce que je faisais. Et ma pratique en bande dessinée, je travaille avec une maison d'édition et en fait, eux, ça changerait rien. On continuera à travailler ensemble. Je fais pas beaucoup de travail de commande ou quoi. Et du coup, comme je te disais, si Instagram disparaissait demain, moi, ça me changerait pas grand-chose pour ce qui est de mon travail personnel. Mais par contre, oui, quand des fois, oui, je partage des trucs sur Instagram de les infos des manifs ou quoi, parce que au début, j'étais un peu contre parce qu'il y avait tellement d'infos que moi, ça me stressait trop de voir tout le temps plein d'infos. Et après, je dois quand même admettre que, en fait, moi, quand je vais en manif, toutes les infos, toutes les dates, je vois tout le temps. Sur Instagram, c'est grâce à ça. Et je pense que je raterais toutes les manifs auxquelles je suis allée. Non, maintenant que je fais partie d'un collectif, on se partage des infos, mais c'est vrai que c'est quand même un bon outil d'information, même si je suis très critique de cet outil-là. Et pour le coup, sur les liens entre ma pratique artistique et on va dire, le fait que je prenne la parole, je fais pas forcément de lien parce que avant ma pratique militante, je l'avais avant d'avoir vraiment une pratique artistique. Et j'ai pas l'impression que même dans ce que je fais moi, il y a un côté militant dans mon art. Et du coup, je les ai les deux en parallèle, mais je parle comme si j'envoyais dans un groupe d'amis, ah, il y a une manif demain qui vient. Je le prends un peu comme ça, je partage l'info, mais j'avoue que
je me pose pas plus de questions. Je me dis, bon, si ça peut diffuser l'info, mais en fait, je le fais pas si souvent que ça. En tout cas, ma mobilisation, elle est beaucoup plus présente, on va dire, dans ma ville, enfin, je sais pas comment dire, là où j'habite, par les manifs où je vais, les collages ou d'autres choses, que par Instagram, où je le fais vraiment si j'y pense, si je vois passer des trucs, si je suis dessus, mais j'essaie pas d'en faire... Enfin, et en plus, après, ça... J'ai l'impression que ça met une pression où on se dit mince, j'ai pas partagé tel sujet et c'est hyper important, mais en fait on passe son temps après à partager plein de trucs et en même temps c'est un relais qui est utile. Moi je m'en sers trop et je lis beaucoup de ce que les autres personnes partagent, mais je sais pas. C'est pas une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, mais je trouve que c'est compliqué parce qu'on a beaucoup d'infos et en même temps, oui, on peut être un bon relais d'infos quand. Enfin, ouais. Oui, en fait, je te posais cette question parce que tu as quand même une petite... Alors, je sais que tu n'aimes pas le mot communauté, mais un certain nombre d'abonnés, on va dire. Et je trouve que parfois, quand on a ça, on se sent un peu une responsabilité à dire des choses sur certains sujets ou pas. Enfin, est-ce que toi, tu parlais tout à l'heure la pression de dire « Ah, j'ai partagé ça, mais j'ai pas partagé ça ». Enfin, comment est-ce que ça se manifeste ? Est-ce que tu choisis ou alors est-ce que tu fais ça de façon hyper spontanée, ce qui te vient sur le moment ? En vrai, je partage des trucs quand j'y pense ou quand je vois passer quelque chose qui m'a intéressée, mais je pense une fois sur deux, j'oublie. Puis je regarde énormément de vidéos qui parlent de... Enfin, je sais pas, si je partageais tous les contenus que je trouve intéressants ou qui m'apprennent des trucs, juste je mettrais 10 trucs par jour, quoi. Et du coup, non, je sais pas comment ça... C'est pas tant une pression. C'est des fois, je me fais la réflexion, je me dis, ah mince, enfin... ça serait pas mal que je le partage et je pense qu'il y a comme un tri inconscient qui se fait on partage pas tout ce qu'on fait, des fois juste on les lit, on le garde pour soi et on pense pas à en parler autour de nous, mais oui, c'est vrai que moi pendant longtemps j'étais un peu je me disais mais moi je trouve que plutôt que prendre position sur internet, c'est encore plus important de parler de ces sujets avec nos amis et j'avais l'impression que je sais pas, moi je rédigeais des petits tracts où j'essayais de vulgariser certains sujets. Pour moi, c'était genre ça qui était le plus important parce que c'est dans la rue, tout le monde y a accès. Et, je sais pas, Instagram, j'ai l'impression qu'il y a un truc d'entre-soi où je parle à des personnes convaincues parce que si j'ai des personnes d'extrême droite qui me suivent, je pense qu'elles vont très vite se désabonner parce que, tout comme moi, si je voyais quelqu'un qui partage des trucs d'extrême droite, et du coup... je pense que je fais sans réfléchir et c'est pas une priorité pour moi, même si je me dis oui, ça peut quand même impacter des gens, mais je me demande l'impact quand il s'agit de personnes qui sont sûrement déjà convaincues. Je sais pas. Et toi, Laure, est-ce que, du coup, tu disais que tu étais photographe à côté, est-ce que tu te qualifierais d'artiste engagé ? Est-ce que cet engagement, il se retranscrit dans ton travail de photographe ou si c'est deux choses que tu vis séparément ? C'est vraiment deux choses que je vis séparément. En plus, moi, mon engagement, il est assez récent. Ma pratique, pas du tout. Elle est là depuis longtemps. Mais de toute façon, la photographie, je pense comme tout art, c'est plus rigolo de le dire quand on est photographe, mais c'est un point de vue. Donc, la photographie ne peut être que ce que je suis d'une certaine manière, parce que c'est comment je la regarde et qu'est-ce que j'en donne à voir. Donc, c'est deux choses opposées. Enfin, c'est différent, je veux dire. Par contre, je peux mettre ma pratique au service. Et ça, j'aime beaucoup le faire. Et, du coup, une question un peu pour toutes les deux. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Aude. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'artiste, on a une responsabilité à parler, à élever nos voix, ou alors, un peu comme vous parliez justement d'utiliser nos compétences visuelles pour créer des pancartes, dans quelle mesure, sachant qu'on a des métiers qui sont précaires et on est touché par ces choses-là, peut-être, comme tous les métiers un peu précaires, nous, on peut agir dessus ? Alors, moi, je ne dirais pas qu'on a un devoir, parce qu'il n'y a jamais d'obligation à faire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est plus compétent qu'on a le devoir de faire quelque chose. Et je rajouterais une autre notion, c'est parce que là, la question, elle est portée sur l'individu. Et se donner un poids individuel est pour moi une mauvaise chose. Parce que le plus intéressant, même dans son engagement personnel, c'est d'être fidèle à soi-même.
Donc faire des choses qui nous font du bien, enfin ce que l'on a décidé au moment où on l'a décidé. Il y a des fois on peut, il y a des fois on peut pas, et ben c'est pas grave. Et il y a la pensée du coup du collectif. Quand on rejoint un collectif, une organisation, un syndicat, là du coup c'est une entité qui va parler. Donc déjà ça nous protège et en plus ça a plus de foi. Ça a aussi un sens dans une société démocratique. Les syndicats, c'est un corps intermédiaire, ça permet à la structuration et ça permet à une démocratie d'exister. Donc en intégrant un collectif, une orga, un syndicat, on met déjà en œuvre une pensée et un ensemble. Donc, ce que l'on fait dedans va aussi enrichir les autres et va donner plus de force et ça ira plus loin. Et nous, dans notre syndicat, par exemple, on milite pour avoir des élections professionnelles pour que ça représente nos professions et que soit représenter nous-mêmes comme il se doit en principe à notre sécurité sociale par exemple il faut vraiment avoir cette différence entre l'individu et le collectif et pas trop se charger dans cette idée de devoir quelque chose. Tout à l'heure on en a débattu parce qu'on trouvait que c'était une question qui était difficile sur la responsabilité mais du coup, j'y ai quand même pas mal réfléchi après, mais j'ai l'impression que plus qu'une responsabilité, c'est aussi une envie de... En fait, c'est sûr que quand il y a quelque chose qui nous indigne et qu'on a envie que ça change, j'ai l'impression que ça va se faire naturellement. Alors que le côté responsabilité, j'ai l'impression que c'est qu'on nous met comme on nous pose une responsabilité dessus qu'on n'a pas forcément choisi. Alors que là, moi, j'ai l'impression que les choses pour lesquelles j'ai milité, c'est que en fait, j'ai envie que ça change et il faut que... si personne ne fait rien, ça ne va pas changer. Et du coup, j'ai envie de participer à ça pour que ça change. Mais j'ai l'impression que... il y a deux choses. Comme tu dis, ça peut être au niveau personnel, en tant que personne. Moi, je manifestais avant d'être artiste ou d'avoir comme une voix pour m'exprimer. Mais ce sur quoi on avait un débat, c'est aussi quand on est artiste, on a une voix qui est comme un peu portée plus loin par rapport à d'autres personnes. On a la possibilité de, même avec notre art, je ne sais pas si on a une exposition et qu'on parle d'un sujet. Enfin, moi, en fait, je pense que j'ai été très sensibilisée grâce à des films, des livres. Et en fait, oui, c'est grâce à des artistes qui ont pris cet espace-là pour parler de ces sujets. Mais je trouve que c'est compliqué parce que dans notre pratique artistique, parfois, c'est pas... c'est quelque chose de tellement personnel où, oui, évidemment, ça reflète qui on est, notre art, mais on peut aussi des fois faire des choses qui, comme ça, n'ont pas du tout l'air politisées, qui le sont sûrement par des aspects. Rien que créer des espaces, je ne sais pas, d'utopie, d'endroits où on peut se sentir bien, des imaginaires de fiction qui font du bien pour trouver un espace où se réfugier de la réalité, c'est politique, mais en fait, oui, ça peut être au niveau de personnel qu'on va s'engager. Mais oui, ça pose question. Heureusement que c'est sûr qu'il y a des artistes où c'est le centre de leur art et qui vont parler de ces sujets-là, mais c'est difficile, comme tu dis, c'est pas un devoir parce que je pense que chacun et chacune trouve sa place pour militer dans sa vie personnelle, sa vie artistique. Des fois, ça prend les deux espaces, des fois, ça en prend qu'un. Et l'important, c'est si on a la possibilité de le faire et l'envie, de trouver d'autres personnes pour pouvoir le faire. Du coup, c'est parfait pour ma transition avec ma prochaine question. C'est, du coup, est-ce que vous trouvez que militer, c'est aussi vecteur d'espoir ? Oui, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression que c'est presque la raison principale pour laquelle je le fais. Oui, il y a quand même de la colère, du désespoir, mais en fait, j'ai l'impression que ça transforme quand même ces émotions-là en espoir, même si des fois c'est dur. Je sais pas, quand on fait des collages et qu'on passe des soirées à faire ça et qu'on voit le lendemain que c'est déjà arraché, c'est un peu démoralisant. Où il y a plein de trucs où on a l'impression d'avoir passé tellement de temps à faire ça. Et c'est vraiment du temps et en plus dans notre pratique c'est déjà beaucoup de travail, donc il faut réussir à trouver le temps pour ça et donc des fois ça peut être difficile, mais je pense que ça apporte tout autant d'espoir et rien que des rencontres avec d'autres gens où on va pouvoir s'entraider, comme tu le disais. Nous on a l'idée c'est ça, de faire un groupe solidarité pour se partager je sais pas, toutes les subventions, les appels, tout ça, c'est grâce au militantisme, quoi.
Voilà, ça passe déjà d'abord par la rencontre. Donc ça peut être la rencontre comme là, parce que ça fait partie de l'engagement et du militantisme. Mais moi, ça a été dans ce syndicat des personnes qui sont à l'écoute. En fait, tu grandis dans ta connaissance, tu grandis avec les autres. On se soutient mutuellement, mais sur énormément de choses, plein de choses auxquelles on ne s'attendait pas aussi. Et donc c'est vraiment porteur d'espoir parce que nous, on vit déjà autre chose. Et du coup, ça rebondit un peu avec une chose que tu disais, Aude, mais une question pour toutes les deux. On sait aussi que militer, que s'investir dans des assos, des collectifs, des syndicats, ça prend aussi de l'énergie, ça prend du temps. Du coup, où est-ce que vous la trouvez, cette énergie? Est-ce que vous arrivez quand même à garder un équilibre correct avec votre travail, ou est-ce que parfois ça prend le pas sur votre travail? Moi, je ne suis pas le bon exemple. Donc, il ne faut pas faire comme moi. Mais où on prend l'énergie du militantisme, je pense que c'est aussi dans le militantisme. Forcément, c'est ces soutiens, c'est ce que l'on vit qui aide à aller toujours plus loin. Mais par contre, l'équilibre entre tout est vraiment primordial. Il est à trouver pour chacun, sachant que c'est pas quelque chose de fixe. C'est comme la vie, l'équilibre, il est tout le temps en train de se construire pendant qu'on avance. Donc, il faut vraiment savoir s'écouter, écouter aussi son entourage en fait, parce que peut-être que des fois ils ont besoin et qu'on n'écoute plus et donc on va regretter des choses. Donc, ça nous permet de retrouver cet équilibre dans l'ensemble. Mais c'est pas évident à trouver. Mais je suis totalement d'accord. Je trouve que quand il y a des causes super importantes, des fois ça donne un peu le sentiment que tout repose sur nous et qu'il faut absolument qu'on aille à cette manif, parce que sinon, si tout le monde pense comme nous et si personne sort de chez soi pour y aller, il y aura personne. Et du coup, je trouve que c'est dur parce que tout est primordial en fait. Il faudrait pouvoir tout faire, mais c'est impossible. Et moi, je sais que je me laisse hyper vite happer par ce genre de choses où, pour les législatives, juste, j'avais l'impression que tous les jours, il fallait que j'aille coller, tracter. Ça devenait une pression énorme. Et du coup, moralement, ça m'impactait. Je voyais que j'allais pas bien. Mais c'était avant que je fasse partie d'un collectif. Ce qui aide, je trouve, d'être dans un collectif parce qu'on sent que ça répartit comme les choses qu'il y a à faire. Mais du coup, même avec le collectif, en fait, il se passe tellement de choses que moi, je me suis mis une limite. Je sais que j'ai du mal à avoir des limites et je me suis dit, je fais pas plus de 2 événements par semaine, sinon, c'est déjà beaucoup. Oui, mais en fait, il y a tellement de trucs qu'on pourrait faire tous les jours. Il y a des périodes, il y a tout le temps des trucs et du coup, ça m'a vachement aidée parce que je me suis dit, ok, là, j'ai déjà fait 2. Il y a cet AG, il faudrait que j'y aille, c'est sûr, mais j'ai fait mes 2 et je me pose pas la question. Et je trouve que moi, c'est le compromis que j'ai trouvé parce que j'avais l'impression, sinon, d'avoir pas le temps pour bosser. Pendant des semaines, des fois, j'avançais pas sur mes projets parce que là, il y a telle réunion avec telle personne, il faut absolument y aller. Il y a tel AG, j'y étais il y a 2 semaines, donc c'est moi qui dois faire le compte-rendu, il faut absolument que j'y aille. Et puis là, il y a cette manif, je peux pas rater. Et en fait, juste, ça prend tout notre temps. Et en plus, c'est dur, je trouve, quand on a une pratique artistique parce que moi, je sais pas, si j'ai une réunion le matin, et je sais que j'ai un truc au milieu de l'après-midi, impossible de bosser si j'ai 3 heures devant moi. Il faut que j'ai une journée où je peux, je sais pas, dans une période où je suis que j'écris, quoi. Il faut que j'ai un espace mental hyper libéré, sinon je peux pas. Et comme c'est des sujets importants, moi, ça prend tout mon espace mental. Et du coup, je me retrouve je vais faire la fiche de l'AG maintenant, c'est super important. Et en fait, une fois que j'ai passé ma matinée à faire la fiche pour la prochaine AG, je suis pas du tout dans un esprit de je vais écrire sur mon livre qui ne sert à rien et que personne ne va. Ça me paraît hyper futile ce que je fais à côté. Et du coup, il faut s'obliger à avoir des espaces pour soi parce que sinon, on se laisse absorber. Ça dépend peut-être des gens, mais j'ai l'impression que toi, c'est pareil. Oui, j'ai besoin de retrouver une disponibilité pour moi-même. Et en fait, rien que de calmer un peu l'esprit, de mettre, même quand ça s'arrête, le temps de mettre de côté, non, il faut vraiment avoir ce temps et d'un seul coup retrouver même une sorte de respiration pour pouvoir s'accorder. C'est pas s'accorder du temps, c'est vraiment redevenir disponible à soi-même et à sa pratique. C'est précieux. Oui, je vous posais cette question parce qu'on parle quand même pas mal du burn-out militant. Qui, je pense, pour toutes les personnes qui se sont déjà un peu engagées, on est beaucoup à l'avoir vécu. Et on commence par un peu cette énergie débordante de faire des choses et de s'investir, et on veut aller à toutes les manifs, toutes les AG et tout. Et au bout d'un moment, on arrive à faire plus rien et on est un peu un légume. Du coup, c'est vrai que cet équilibre, il est hyper important pour avoir un engagement sur le long terme.
Et des fois, il ne faut pas se culpabiliser aussi de ne pas pouvoir faire tout, parce que du coup, c'est aussi s'économiser pour la suite. Et aussi, je voulais vous demander, parce que parfois, je trouve qu'on n'a pas forcément on a un peu peur de rejoindre une asso, ou c'est un peu impressionnant, on se dit, mais je me sens pas du tout légitime à faire ça, mais j'ai aucune connaissance sur ça, puis déjà, je trouve qu'on est des métiers, on a tendance un peu à se dévaloriser ou à pas trop avoir confiance en nous. Et du coup, là, ma question, c'était un peu, quels conseils vous auriez à donner pour des personnes qui sont là ce soir ou qui vont nous écouter plus tard, car cette conférence est enregistrée, vous pourrez l'envoyer à tous vos amis, qui se sentent pas légitimes à parler, à justement s'investir dans des collectifs. Moi, j'y connaissais rien il y a 2 ans. Et c'est pas grave. On apprend et on apprend des autres. Et quand je sais pas, je pose la question. Donc vraiment, on est tous pareils. Et je pense qu'il y a un effet où oui, ça peut être impressionnant, et quand on intègre un truc où tout le monde se connaît, c'est sûr qu'on se sent un peu à part, mais en fait, je pense que c'est des personnes qui sont un peu dans la même situation que nous, et il faut se dire que tout le monde y est entré à un moment et tout le monde y connaissait rien à un moment. Et en fait, de toute façon, comme c'est des artistes, il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise socialement dans ces groupes-là, qui vont être totalement OK de présenter. Enfin, en fait, il suffit de voir, si vous voyez, il y a tel AG à tel événement, enfin, tel AG de tel collectif, vous pouvez y aller, vous pouvez en amont poser des questions, je sais pas, envoyer un message, dire est-ce qu'on peut se rencontrer. Des fois, il y a des... Nous, je sais qu'à nos AG, on fait un temps d'accueil des nouvelles personnes. Peut-être que c'est moins intimidant que quand tout le monde est là et qu'on respecte un ordre du jour et qu'on n'a pas la place pour poser ces questions, ou que ça fait plus peur, ça peut être d'aller à ces endroits-là, ou même après de créer ses propres collectifs. Il n'y a jamais trop de collectifs qui se créent, et si c'est des structures qui vous paraissent trop grosses, vous pouvez aussi créer quelque chose sur un sujet qui vous est plus proche, et c'est très bien aussi, ça participe à la mobilisation. Mais sinon, oui, je pense que c'est des choses qui sont assez accessibles, même si intimidantes au premier abord. Oui, mais c'est bien de cette pluralité de si jamais, faire vivre ce qui nous est important, on peut monter son collectif, sa structure. Et pour des organisations peut-être un peu qui peuvent faire peur, si jamais le SNAP CGT fait peur, dites-le moi, ça serait la première fois que j'entends, ça m'amuserait. Nous, on fait des SNAP apéros, donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre, c'est ouvert à tous. Et là, je vais essayer d'organiser pendant le temps de la mission Flash des après-midi, des moments où on peut se retrouver et envoyer ensemble le mail et en parler, le personnaliser pour aller envoyer aux députés et aux sénateurs et aux sénatrices. Merci Laure et Aude. Avant de passer le micro au public, je voulais juste rappeler que du coup, il y a les affiches derrière du collectif des travailleuses de l'Art 34, que vous pouvez les récupérer et faire un don qui sera pour le collectif. C'est une petite boîte à dons en forme de carafe, qui est une carafe d'ailleurs. À l'entrée, vous avez la table du SNAP CGT, où du coup, vous avez le livret avec la loi de continuité des revenus, qui est hyper bien expliqué. Franchement, je l'ai lu, c'est très facile à lire, donc je vous conseille de le prendre. Des stickers, des journaux, et vous pouvez aussi faire des dons peut-être. Ou pas forcément? Non. Pas de don. Voilà, c'est gratuit en plus, donc c'est super. Il y a des stickers aussi des formes des luttes. Et là, la forme des luttes, il y a besoin à l'heure actuelle pour qu'ils puissent continuer. Mais, oui. Mais sinon, vous pouvez adhérer au lieu de... Oui, vous pouvez adhérer. Et juste pour préciser, les affiches qui sont là, une grande partie, c'est des affiches qui sont tirées de Forme des luttes. Et c'est un collectif qui est quand même important pour la mobilisation. Donc si je peux expliquer, en fait, c'est... Tout le monde peut... il y a des appels à images qui sont postés. Donc là, récemment, il y a eu un appel sur justement la culture en lutte, un appel sur le féminisme. Et du coup, vous pouvez soumettre une image. En fait, elles sont quasiment toutes acceptées. Et ça permet aux personnes qui n'ont pas une pratique visuelle d'avoir des affiches à imprimer et à coller. Et du coup, c'est fait sur la base du volontariat. On propose gratuitement ces images, elles sont libres de droit, et après, on peut les imprimer. Donc, si vous êtes imprimeur, imprimeuse, ça aide trop d'imprimer les affiches, de les mettre à disposition de collectifs pour qu'elles puissent aller les coller. Et du coup, là, vous pouvez en récupérer, et c'est gratuit. L'argent, en fait, il sert juste à acheter du papier et à payer l'encre. Donc, si vous ne pouvez pas... contribuer, c'est pas grave du tout. D'autres personnes le feront pour vous, et le plus important, c'est
d'aller les coller dehors, dans des ateliers, dans des lieux de culture, parce que ça aide à sensibiliser. Voilà. Et du coup, toutes les affiches qui sont passées derrière nous, parfois de manière un peu chaotique, mais quand même, du coup, c'est aussi des affiches de Forme des luttes que vous pouvez télécharger sur leur site et du coup, après, les imprimer. En plus, c'est hyper bien fait. Vous pouvez soit les exporter pour le web, pour l'impression. Donc vraiment, si parfois vous avez une soirée où vous dites « mais j'ai envie d'aller coller des affiches dans la rue », c'est très facile, donc voilà. Du coup, on va passer un micro, alors peut-être pas le mien, mais celui de Aude. Est-ce qu'il y a des questions? Si jamais j'ai encore une question sous le couvert, le temps de que vous puissiez réfléchir un petit peu. Du coup, Laure, si on veut se syndiquer, comment ça se passe? Et en tant qu'illustrateur, illustratrice, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Donc déjà, ça permet de faire exister vos réalités, parce qu'une fois qu'on se réunit, qu'on parle de ce qui nous arrive, ça permet aussi de comprendre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et de faire avancer même des combats qu'on ne connaissait pas avant. Donc pour se syndiquer, que ce soit au SNAP ou au STA par exemple, on pouvait le faire par Internet, sur le site. On prend même la carte bleue depuis quelques temps. On est super moderne. Donc voilà, c'est simple. Nous, comme on est confédéré à la CGT, c'est les critères CGT, c'est 1% des revenus. Et on demande, voilà, c'est à partir de 12 € du coup, 1 € par mois. Je pense qu'on peut applaudir très fort nos deux invités.